Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde spirituel de Madame Hala Al-Hifni. Ensemble, nous allons découvrir son amour et sa passion pour les endroits classiques et historiques en Égypte, son amour et sa passion pour le yoga et également comment la musique joue un rôle important dans sa vie. Madame Hala Al-Hifni, bienvenue à notre programme, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Enchantée, je suis ravie aussi d'être avec vous aujourd'hui, c'est un grand plaisir. On commence toujours notre rencontre par les souvenirs de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette partie de votre vie? Mon enfance, j'étais dans une maison avec une maman adorable et un papa qui était adorable aussi, mais strict, un officier militaire. Donc notre éducation était dans les écoles françaises qui sont aussi un peu strictes. C'était quand même des souvenirs remarquables avec une grande maison chez la grande-maman. Ma grand-mère, elle était une femme qui m'a beaucoup inspirée parce que c'était une femme vraiment forte, avec beaucoup de pouvoir, qui a perdu mon grand-père pendant la guerre de 67. Elle était très jeune, avec 6 enfants à éduquer toute seule. Vraiment avec beaucoup de pouvoir, de force, mais aussi avec beaucoup de tendresse. Elle avait toujours un bon cœur et le temps de s'occuper de tout le monde, les grands, les petits enfants. Disons que pendant mon enfance, c'est la première femme qui a commencé à m'inspirer, à marquer beaucoup. Et pour les études à l'université, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème à étudier? À l'école, disons que le choix de l'école, c'était le choix de ma maman. Et j'apprécie beaucoup son choix. C'était vraiment une chance pour moi d'apprendre le français dès l'école maternelle. Elle a insisté qu'on continue à l'école parce que nous habitons... il y a très longtemps, nous habitons à Helwan. Et dans la grande maison de ma grand-mère, ma maman a choisi d'habiter pas loin de sa maman. Et c'est là où j'ai appris quand même, ça veut dire quoi la famille, l'importance de la famille, le support de la famille, d'être tout le monde ensemble presque tout le temps. Donc de continuer nos études en français, ma maman a beaucoup insisté. Une école des sœurs, là où j'ai gardé aussi de très bons souvenirs des sœurs. J'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup marqué dans ma personnalité et mon caractère, puisque à l'école, c'était pas seulement d'apprendre le français ou d'apprendre en général, mais on avait chaque semaine des cours de savoir-vivre, des cours d'étiquette. Et ça fait une différence dans notre éducation. Donc, après le choix de l'université, j'adore l'histoire. Et c'est là où j'ai choisi quand même faculté de tourisme et d'hôtellerie, section guide. Et c'était exprès pour étudier l'histoire. Juste après avoir terminé les études à l'université, est-ce que vous avez entamé tout de suite une carrière comme guide touristique? Pas tout de suite, puisque déjà, pendant les études à l'université, j'étais mariée
Et j'ai eu ma fille quelques mois avant la dernière année des études. Donc dès que je terminais, j'étais de nouveau enceinte. Et voilà, c'était mon fils. C'est mes meilleurs cadeaux très précieux dans la vie. Ma fille aînée, Abir, et puis mon fils, il y a juste 1 an de différence entre les deux. C'est humble. Bon, donc j'étais obligée de rester un peu à la maison pour s'occuper de mes enfants. J'ai pensé seulement à commencer à travailler, j'ai commencé mon carrière quand ils ont commencé à aller à l'école. Là, j'ai commencé à avoir un peu de temps libre et puis voilà, pourquoi pas. Surtout que être guide, d'abord je suis passionnée par ce métier. J'ai toujours adoré mon travail, mais le fait aussi d'être guide profession libérale, ça c'était vraiment convenable pour la famille, pour mes enfants. C'était toujours au choix, tu prends le travail ou tu ne le prends pas, ça dépend si je suis libre ou je ne suis pas libre, ça dépend plus tard si c'est une période des examens, je suis occupée avec eux. Donc cette histoire d'être un peu flexible avec la famille et le travail, c'était vraiment un métier très convenable pour moi. À part le travail comme guide touristique, vous avez développé une passion pour le yoga. Dites-moi comment vous avez découvert ce monde de sport spirituel et comment vous avez avancé jusqu'à ce que vous êtes devenue aujourd'hui institutrice de yoga. Bon, ça c'était quand même un point important dans ma vie. C'est que il y a eu les événements de 2011. Et là, le tourisme s'est arrêté complètement. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. D'un côté aussi, il y a eu des changements dans la vie de ma fille. C'est que elle a commencé à se manifester un peu contre la vie matérialiste. Elle a terminé ses études à l'université française à Chourouk, ici en Égypte. Et puis après les études, elle a décidé d'aller faire sa maîtrise en France, Sorbonne, Paris 3. Au retour, elle a travaillé aux ressources humaines, elle avait une position très importante et un bon salaire. Mais d'un coup, après des années du travail, elle a décidé de quitter tout ça, de quitter la vie matérialiste. Et elle a commencé à discuter avec moi, c'est que c'est pas une vie de passer tout le temps, tous les heures, tous les jours dans le trafic et enfermé dans les bureaux, devant l'ordinateur. Il y a une autre vie à vivre. Pour moi, c'était vraiment choquant au début. Et puis j'ai commencé à trouver ma fille un peu triste, misérable, elle n'est pas contente. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas du tout le catalogue que j'ai mis, mais bon, il faut avoir une mentalité plus ouverte et essayer de comprendre ce que ma vie souhaite. Et bon, elle a décidé de partir, elle était en Inde, puis à Bali, elle a étudié le yoga, elle est devenue instructrice. J'avais envie de découvrir sa nouvelle vie. Au départ, pour moi, c'était juste par curiosité, c'est pas seulement, c'était pas parce que j'étais intéressée. Et puis quand j'ai commencé à participer avec elle, un peu à faire des classes de yoga et puis à faire des méditations, j'ai trouvé que, ah bon, pourquoi pas, c'est vraiment quelque chose de très important de s'éloigner un peu, disons, 1 heure dans les 24 heures du jour, de faire quelque chose de calme, de sérénité. Et puis c'est du sport aussi. J'ai beaucoup aimé le yoga et puis elle avait un endroit à Maradi, un petit studio de yoga. Et une fois, elle a invité un professeur, un Indien, au Caire pour enseigner dans des cours de yoga.
Et elle m'a poussée, allez maman, tu vas pouvoir le faire. J'avais 52 ans quand j'ai décidé de le faire, et puis j'étais un peu, ah bon, à mon âge, est-ce que tu penses que ça va aller? Et puis elle m'a beaucoup encouragée, vraiment. Et voilà, j'ai pris les cours, et puis je suis devenue instructrice de yoga. Le fait de faire ça, ça changeait beaucoup, ça m'a changé complètement. Je voudrais savoir comment ce sport peut-il changer l'état moral et physique? C'est vrai que, voilà, c'est ça, c'est que ça change les deux. Parlant de l'état physique, imaginez que à l'âge des cinquantaines, mon corps était beaucoup mieux, beaucoup plus flexible que l'âge de quarantaine. J'avais mal aux genoux quand j'ai commencé le yoga, j'avais mal aux épaules. J'ai commencé, c'est l'âge. Et à chaque fois que j'y vais chez un médecin ou je dois prendre des médicaments, je me suis dit, bon, c'est l'âge, c'est normal. Avec le yoga, ça change aussi, ça change le moral, bien sûr, et ça change aussi notre façon de penser. Ça change complètement notre façon de voir les choses. Et ça nous apprend de grandir plus jeune. Ça garde l'esprit jeune. Et c'était ça la clé. Je m'arrête là parce que pour la plupart d'entre nous, le yoga, c'est juste de rester silencieux, figé pour des minutes. Alors expliquez-moi comment pratiquer ce sport spirituel peut-il vraiment changer l'état moral et physique de l'être humain? Notre problème dans la vie, c'est que toujours on pense au passé ou au futur, et nous ne sommes jamais au présent. Mais notre corps, il est toujours au présent. Connecter les deux ensemble, ça calme notre esprit et ça aide notre corps à fonctionner beaucoup mieux. Donc avec le yoga, c'est pas seulement de rester silencieux, mais d'abord, c'est de commencer à connecter les deux, notre esprit, notre âme et notre corps, à connecter les trois ensemble. Et puis d'essayer de respirer d'une façon un peu beaucoup plus profonde pour recharger nos batteries, d'essayer de penser tout le temps positif, au moins pendant 1 heure. Ça fait sortir tout ce qui est négatif. Ça fait calmer vraiment notre esprit. Et quand tu commences la classe de yoga à dire et à répéter que tout va bien, tout va aller bien, on appelle l'esprit positif à venir. Et on apprend à penser tout le temps positif, parce que les problèmes qu'on a autour de nous continuent toujours. Mais la façon de voir ces problèmes, c'est ça qui change, qui change complètement notre vie. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a, on peut être content, on peut être heureux, on peut apprécier. Parce que à côté des choses négatives, il y a certainement des choses positives, mais on ne les voit pas. À présent, je voudrais parler de 2 autres facettes de votre vie. Vous avez une passion pour les endroits historiques, liés peut-être à votre travail comme guide, mais également une deuxième passion qui est la musique, et c'est héréditaire dans votre famille. Parlez-moi un peu de ces 2 éléments et leur importance pour vous. Bon, l'histoire, oui, c'était
tout le temps ma passion. Et j'ai pas réalisé ça que quand j'ai commencé à travailler là, j'ai réalisé, ah oui, tout le temps, c'est ça le plus important pour moi. Avec le travail, j'avais vraiment de la chance d'aller partout en Égypte, de découvrir des endroits où on a un beau pays, on a un pays splendide. Euh, Dans les endroits où où j'étais avec les touristes, je dois aller des centaines des fois. Mais à chaque fois, je vois les choses comme si c'était la première fois. J'apprécie tout ce qu'on a en Égypte. C'est un pays qui est vraiment très riche, euh, avec avec différents endroits pour y aller, entre l'histoire pharaonique, l'histoire gréco-romaine, l'histoire copte, l'histoire islamique, l'histoire moderne. On a un pays le pays le plus riche, si vous voulez dire, concernant l'histoire. Et ça m'a aidé d'aller profondément dans ma patience de découvrir plein de choses, et j'arrête pas jusqu'à présent à lire et à voir. Disons que la musique, j'ai ça quand même dans les gènes, dans la famille, oui, avec un grand-père euh, qui a fondé euh, l'Institut de la musique arabe au Caire. Et puis ma tante Ratib Al-Hafni, qui était directrice de l'opéra, qui était une chanteuse. Et bon, on a la musique. Et puis bon, actuellement, disons que mon beau-fils, c'est un guitariste très connu. Il est le meilleur. Il est génie quand même, Oussou Lotfi. Nous sommes dans une famille qui adore vraiment l'art, la musique, et on écoute beaucoup de choses et ça varie, et on a une mentalité ouverte ou un esprit ouvert avec tout genre de musique. Quelle est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? La femme, le pouvoir le plus fort dans la vie, c'est le pouvoir d'une femme qui a sa force interne, la force intérieure. Et c'est ce qui m'a toujours attirée dans les femmes. On a commencé par ma grand-mère, qui a pu gérer une famille, des enfants, des grands, des petits, toute seule à partir de l'âge de 28 ans. Elle était toute seule dans la vie. Disant ma maman, qui a éduqué 4 enfants, presque aussi toute seule, parce que mon père, tant qu'officier militaire, il est tout le temps en dehors de la maison. Pendant toute notre enfance, on ne le voit pas beaucoup, on ne le voyait pas beaucoup parce qu'il était à Yémen au départ et puis au Sinaï pendant des années. Il venait à la maison, bien sûr, mais on ne le voit pas du tout beaucoup, il était tellement occupé. Lui, il était un champion quand même de bataille de Ras Laish. Il est connu, on a beaucoup parlé de lui dans les journaux, et puis 6 octobre plus tard, donc il était tout le temps occupé. Donc ma mère aussi, elle était un super exemple d'une femme avec beaucoup de pouvoir à gérer aussi une famille et à éduquer les enfants toute seule. Et puis une troisième qui m'a beaucoup inspirée aussi, c'est ma belle-mère. J'adorais vraiment ma belle-mère, elle était une femme spéciale pour moi. Parce que c'est la femme la plus souriante, satisfaite et vraiment a réussi à vivre en paix intérieure, d'une façon vraiment qui m'a beaucoup inspirée. C'est que elle a beaucoup souffert quand même des problèmes physiques, problèmes de santé, articulaires des jambes. Elle a fait beaucoup des opérations. Donc depuis que j'ai fait sa connaissance, elle était presque enfermée à la maison, presque. Mais j'ai jamais entendu, par exemple, qu'elle se plainte ou qu'elle a
elle était toujours satisfaite, elle était toujours contente. Avec tous les problèmes qui étaient autour d'elle, tout le temps elle était là, souriante, à donner toujours de l'énergie positive à tout le monde, à écouter tout le monde avec beaucoup de tendresse. Donc elle m'a donné quand même l'idée comment voir les choses, comment voir la vie, comment trouver toujours des solutions simples à des choses très compliquées, à vivre en simplicité. Donc, elle a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. Elle n'avait pas du tout des rides, tellement qu'elle était belle et souriante. Elle était rayonnante. Donc, elle aussi, elle m'a beaucoup inspirée. Et elle et ma maman, elles étaient toujours mes deux piliers de support. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Meilleur conseil, c'est bon, on vieillit seulement quand notre âme et notre esprit vieillit. C'est pas du tout une question d'âge. On peut toujours garder notre esprit jeune. Et c'est jamais trop tard de savoir et d'apprendre et de faire des choses. Donc je garde toujours ça à l'oreille. J'essaie toujours de faire des choses. Disons par exemple, comme je vous ai expliqué, j'ai commencé le yoga à l'âge de 52 ans. Donc c'est jamais trop tard de commencer des choses. De nouveau, quand on a commencé à avoir du temps libre, parce que il y avait le Covid, pandémie, et malheureusement, de nouveau, j'étais obligée de rester à la maison. Tant que guide francophone, j'ai oublié complètement mon anglais et je me suis dit pourquoi pas, c'est jamais trop tard d'apprendre. J'ai décidé d'aller à l'université américaine, de prendre des cours de conversation en anglais et de commencer à travailler aussi comme guide anglophone. Et ça, c'était quand même apprécié beaucoup par les jeunes qui étaient avec moi, parce que j'étais quand même à l'âge de 55 ans quand j'ai commencé les cours. Et je continue jusqu'à présent, avec des jeunes de l'université, des jeunes qui, disant que j'avais de l'âge de 17 ans, par exemple, jusqu'à le plus âgé, c'était quelqu'un de 31. Donc, il y a quand même une différence d'âge. Mais pour moi, c'était une expérience quand même qui a beaucoup ajouté quand même, parce que c'était différent et c'est inspirant. Que, voilà, c'est jamais trop tard d'aller apprendre des langues, d'aller apprendre des choses nouvelles. C'est ça qui garde l'esprit jeune. Madame Hala Al-Hifni, je vous remercie infiniment. À la fin de notre interview, c'était vraiment très passionnant de découvrir votre monde. Merci infiniment, je suis enchantée et ravie aussi. Et merci de me donner un peu du temps de parler quand même du côté féminin. C'est important dans notre société. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à l'équipe. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre rendez-vous, notre rencontre avec Madame Hala Al-Hifni. Ensemble, nous avons découvert son travail comme guide touristique, également sa passion, son amour pour le yoga, pour les endroits classiques historiques en Égypte et également pour la musique. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle réussite au féminin.